Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le covoiturage libre, sans commission et coopératif, est-ce possible de nos jours ? Réponse dans quelques minutes avec Mobicop. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la levée d'anonymat sur Internet par Tiffaine Bonnet et aussi la météo open sourciste. Vous aurez deviné sans doute qu'il s'agit du chronique de Luc. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour ou nous poser toute question. Nous sommes mardi 22 février 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous allons donc parler aujourd'hui de covoiturage, et peut-être aussi d'autostop. Et selon la célèbre bande dessinée de Fab Caro, Zai 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 Zai, pour faire du covoiturage ou de l'autostop, il vaut mieux connaître les paroles de plein de chansons pour être dans la dynamique de groupe de la personne ou de la famille qui vous conduit. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage la lecture de cette BD déjantée et ou de voir l'adaptation qui sort prochainement au cinéma. Et une personne qui connaît des tas de chansons, c'est ma collègue Isabelle Avani qui réalise l'émission du jour. Bonjour Isa. Bonjour Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons de Tiffaine Bonnet, avocate au cabinet Dune. Bonjour Tiffaine. Bonjour Fred. Alors Tiffaine, aujourd'hui tu nous souhaites nous parler de la levée de l'anonymat sur Internet. Effectivement, merci Fred, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la levée d'anonymat sur Internet, puisque c'est un sujet qui fait régulièrement débat, notamment en matière de diffusion de fake news, de contenu haineux ou de harcèlement en ligne. Alors ceux qui sont contre l'anonymat en ligne, ils considèrent qu'il est nécessaire d'y mettre fin pour éviter le sentiment d'impunité chez les personnes qui diffusent des contenus illicites en ligne. Et d'autres, au contraire, pensent que c'est un moyen et que c'est nécessaire de conserver cet anonymat afin de garantir la liberté d'expression de chacun. Pourtant, il faut déjà le dire, l'anonymat sur Internet, il est loin d'être réel. Par exemple, les adresses IP, elles permettent de faire le lien entre un internaute et son identité réelle. Et c'est le fournisseur d'accès à Internet qui va permettre de faire ce lien. Et puis surtout, il faut le dire, la loi encadre depuis très longtemps la question de la levée d'anonymat en ligne. C'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a été adoptée en 2004, qui encadre la conservation des données d'identification des internautes, ainsi que les hypothèses dans lesquelles de telles données doivent être dévoilées. Et donc, plus particulièrement, c'est l'article 6 de la LCEN qui va imposer aux hébergeurs, aux éditeurs de services de communication au public en ligne ou aux fournisseurs d'accès à Internet de conserver les données qui permettent d'identifier quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires et qui est susceptible de causer un dommage à autrui. Et donc, on a un récent décret en 2021 qui a réformé la liste des données qui doivent être conservées à ce titre, ainsi que les durées de conservation. Et donc, par exemple, les informations qui sont relatives à l'identité civile doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la fin du contrat conclu avec un utilisateur. Mais les informations techniques, telles que les adresses IP, doivent toujours être conservées pendant 1 an à compter de la connexion d'internautes sur Internet. Et d'autre part, la LCEN, elle prévoit que l'autorité judiciaire elle peut ordonner à ces personnes toute mesure pour faire cesser ou pour prévenir un dommage. Et ces mesures peuvent passer par le fait d'ordonner la communication des données qui identifient un internaute. Et donc la LCEN, elle prévoit cette obligation de conservation des données d'identification qui est essentielle puisque elle permet ensuite sur réquisition judiciaire de retrouver les auteurs qui ont mis en ligne des contenus illicites afin de pouvoir rechercher, si c'est nécessaire, leur responsabilité civile ou leur responsabilité pénale. On a une ordonnance récente qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris en janvier 2022 qui a condamné Facebook à fournir les données relatives à un cyberharceleur sur le réseau social Instagram. Donc dans cette affaire, il y avait un compte anonyme Instagram qui envoyait des messages privés à des tiers qui étaient connus d'un photographe. Et ces communications, elles indiquaient que le photographe était un agresseur, un violeur et utilisait beaucoup d'autres termes orduriers.
le photographe produisait devant le tribunal une attestation d'un témoin et plusieurs captures d'écran qui démontraient tous ces messages. Et donc le photographe souhaitait contraindre Facebook, qui exploite la plateforme Instagram, à lui fournir l'identité de la personne derrière le compte Instagram anonyme. Le photographe a donc dû suivre une procédure qui est assez particulière, et il faut déjà noter qu'une partie de l'article 6 de la LCEN a fait l'objet d'une réforme en 2021. Donc avant 2021, lorsque vous souhaitiez obtenir la communication des données identifiant un internaute, il était possible de faire une procédure en référé ou une procédure sur requête. La procédure sur requête, c'est une procédure qui avait l'avantage d'être non contradictoire, c'est-à-dire que le juge, il pouvait émettre une ordonnance qui contraignait l'hébergeur ou le réseau social à dévoiler l'identité de l'internaute, et ça sans que l'hébergeur ou le réseau social ne soit entendu dans l'affaire. Et donc elle était non contradictoire et c'était une procédure aussi extrêmement rapide. Mais depuis 2021, il n'est plus possible de mettre en œuvre une procédure sur requête. Désormais, pour obtenir les données identifiant un internaute, la LCEN prévoit que le président du tribunal judiciaire va statuer selon la procédure accélérée au fond. La procédure accélérée au fond, c'est une sorte de procédure de référé qui permet d'obtenir une décision rapidement, mais c'est surtout une procédure qui est contradictoire. Donc maintenant, l'hébergeur ou le prestataire devra être assigné et sera entendu par le juge avant que le juge ordonne la communication des données identifiant une personne. Donc maintenant, la procédure elle est assez simple. Le demandeur il devra obligatoirement saisir le juge des référés. Et dans l'affaire qui nous intéresse, le photographe avait mis en œuvre cette procédure. Et comme le débat était contradictoire, Facebook contestait la demande et refusait de fournir les données qui identifiaient le compte, la personne qui était derrière le compte Instagram anonyme. Et dans ce cas, il ne suffit pas de choisir la bonne procédure pour obtenir la levée d'anonymat. Il faut également pouvoir justifier pourquoi il est nécessaire d'obtenir la communication des données. Et donc ici, le photographe, il souhaitait intenter un procès contre l'auteur des messages Instagram. Et donc il a saisi le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Cet article, il permet au juge d'ordonner des mesures d'instruction pour pouvoir établir des preuves s'il existe un motif légitime. Et dans l'affaire qui nous intéresse, le tribunal a admis que les faits dont se prévalait le photographe constituent un motif légitime pour obtenir la communication des données les données d'identification de l'auteur du compte Instagram. Le tribunal a considéré que le motif était légitime d'une part parce que le photographe souhaitait intenter un procès en raison du dommage qui était causé à sa réputation, mais aussi parce qu'il fournissait plusieurs justificatifs médicaux qui indiquaient qu'il souffrait très fortement de cette situation de harcèlement. Donc le tribunal ici va considérer que la demande d'obtention des données d'identification est proportionnée. Donc c'est intéressant, il prend le temps de dire que le droit de la preuve pour le photographe, pour entreprendre le procès qu'il envisage, doit prévaloir sur l'anonymat du compte Instagram litigieux. Donc le tribunal prend soin le temps d'étudier la demande et de vérifier que cette demande est équilibrée entre les droits en présence, le droit à l'anonymat et le droit à la preuve. En revanche, et c'était un point aussi intéressant dans cette affaire, c'était que le photographe souhaitait obtenir la communication de tous les messages que le compte Instagram avait pu envoyer à des tiers. Et là, il a considéré que cette demande n'était pas du tout légalement admissible, puisqu'en fait, il s'agit de correspondances privées et que ces correspondances privées sont protégées par le secret des correspondances. Et donc, forcer Facebook à transmettre ces messages était une mesure pas légalement admissible. Voilà, pour ce qui est de l'anonymat, sur la levée d'anonymat en ligne, il faut maintenant faire une procédure accélérée au fond, qui sera contradictoire, et il faut surtout avoir un motif justifiant la levée de l'anonymat. Bah écoute, merci Tiffen pour cet utile rappel sur effectivement cet anonymat. Je pense que ta chronique d'utilité publique devrait être envoyée notamment aux candidats et candidates à la prochaine élection présidentielle et aux prochaines élections législatives, car nul doute que ces gens-là vont essayer de revenir sur ces sujets-là bientôt. Bah écoute, je te souhaite une belle fin de journée, puis le mois prochain ou peut-être le mois d'après pour ta prochaine chronique. Merci Fred, à bientôt. Merci Tiffen. Donc c'était la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Tiffen Bonnet, avocate au cabinet Dune. On va faire une pause musicale. Donc après la pause musicale, nous parlerons de covoiturage libre, sans commission et coopératif avec Mobicop. La pause musicale, c'est comme souvent une découverte via le site auboutdufil.com.
Donc une petite description très courte de la musique trouvée sur ce site. Grâce à sa positivité communicative, son rythme enjoué et son saxophone expressif, What You Want est une musique inspirante qui captera votre attention et vous aidera à rester concentré sur n'importe quelle activité répétitive comme la couture, la broderie ou le tricot, le dessin ou le coloriage, la peinture ou encore le bricolage. Nous allons donc écouter What You Want par Liquid et Luke Bergs. On se retrouve dans environ 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter What You Want par Liquid et Luke Bergs, disponible sous licence Creative Commons Attribution CC BY. Vous trouverez une présentation de l'artiste sur le site auboutdufil.com et toutes les références sur libreavou.org. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le covoiturage libre, sans commission, coopératif, avec nos invités, Bastien Sibylle, président de Mobicop, et Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Donc nous avons déjà vérifié que les deux invités sont avec nous. Bonjour Bastien. Bonjour Fred. Bonjour Bénédicte. Bonjour Fred, bonjour tout le monde. Alors on va commencer par simplement une petite question traditionnelle, une petite présentation personnelle rapide. On va commencer par Bénédicte Rose. Oui, alors je suis donc Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Je travaille depuis maintenant 6 ans sur les questions de mobilité, plutôt rurale et périurbaine, puisque je viens du dispositif Réseau Boost, donc un dispositif d'autostop déployé en zone rurale et périurbaine, et qui part de l'idée de faciliter en fait de l'autostop, de surtout pas remettre des voitures en circulation, mais de s'appuyer sur les flux et donc de remettre du jour l'autostop. Ok, merci Bénédicte. Alors j'espère que c'est compréhensible pour les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous le dire sur le salon web de la radio, parce qu'il y avait quelques coupures. Mais donc on va passer maintenant à une présentation de Bastien Sibylle.
Oui, écoute, Fred, tu as déjà résumé ce que je fais, l'essentiel de mes journées, puisque je suis donc président du directoire de la coopérative Mobicop, c'est ce qui m'occupe pour l'essentiel. Je suis également engagé dans la coopérative Enercop, dont je suis administrateur et membre du bureau, et je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années sur les questions d'innovation sociale numérique, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour améliorer la relation avec les gens, les façons de produire, de consommer, etc. Et notamment, je suis pas mal intervenu ces derniers temps sur la question des plateformes coopératives, donc toute la dimension collaborative de l'économie numérique et des façons de l'envisager autrement. D'accord, ok. Alors on va aborder notre premier sujet, tout simplement. J'ai dit que le titre c'était covoiturage libre, sans commission et coopératif. On va essayer d'expliquer les 4 mots. Alors le premier paraît à peu près évident, mais on va quand même essayer de le rappeler. C'est quoi déjà le covoiturage ? Bastien ? Le covoiturage, c'est très simple, c'est le fait de partager sa voiture pour un trajet en ne partageant que les frais liés au trajet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération de la personne qui conduit, on est bien dans un partage des frais d'essence, des frais de péage, voilà, et donc on part d'un point A à un point B en emmenant d'autres personnes dans sa voiture. D'accord. La plupart des gens qui ont entendu parler de covoiturage, ou peut-être même qui pratiquent le covoiturage, il y a un nom qui revient assez rapidement, en fait, c'est Blablacar, qui doit sans doute être en situation de gros monopole en France et ailleurs. Alors finalement, on pourrait se dire, s'il y a déjà un acteur, enfin une plateforme qui existe comme Blablacar, pourquoi une autre plateforme ? Et est-ce que Blablacar pose des problèmes ? Et quels problèmes ? Qui veut m'expliquer les problèmes que peut poser une plateforme comme Blablacar ? Qui veut commencer, Bénédicte ou Bastien ? Moi, je vais parler du point de vue des utilisateurs et utilisatrices. En fait, le choix de Mobicop, c'est de ne pas commissionner. Donc, ça veut dire que les sommes intégralement versées du passager vers le conducteur sont intégralement remis au conducteur. Mobicop ne prend aucune commission donc dans les transactions. Un deuxième point important, c'est qu'au final, ce que dit Bastien, c'est que le coût du trajet n'est pas lié à une offre, à une demande, mais lié à une distance, et ça permet au conducteur finalement de rentrer dans ses frais, mais en aucun cas ça n'est lucratif. On va essayer de continuer comme ça. Les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas. Donc on comprend les grandes lignes. Si on a un souci, peut-être qu'on basculera à ce moment-là, peut-être Bénédicte en téléphone, on va voir. Donc, attendez, j'en étais où moi ? Oui, effectivement. Donc Blablacar, alors je ne sais plus d'ailleurs quand Blablacar s'est créé, mais est-ce que finalement la création de Mobicop, peut-être un point de vue historique d'ailleurs, tiens, Bastien Sibylle, quand s'est créé Mobicop et à quelle occasion ? Dans quel contexte plutôt ? En fait, Mobicop, c'est une histoire qui commence à être un peu ancienne si on prend l'histoire courte du numérique, parce que Mobicop, ça vient d'une plateforme qui s'appelle Covoiturage Libre. Et Covoiturage Libre, c'est né au moment où Blablacar a trouvé son modèle économique, c'est-à-dire qu'il s'est mis à imposer une commission. Blablacar, qui était avant covoiturage.fr, a réalisé autour de 2010 une levée de fonds sur la base d'un modèle économique basé sur la commission, et à ce moment-là, c'est transformé en Blablacar. Et là, il y a toute une partie de la communauté des utilisateurs de ce qui s'est appelé Blablacar, qui a été assez énervé, en fait, il faut le dire, assez énervé par l'imposition de cette commission. Et peut-être un mot là-dessus quand même, parce que c'est important. Pourquoi est-ce que les gens ont été énervés ? Les gens étaient énervés parce que le fait de covoiturer, c'est avant tout le fait de faire un acte de solidarité en ouvrant sa voiture, en permettant à quelqu'un d'autre de bénéficier d'un trajet, de partager un moment, de partager un déplacement. C'est pas rien de partager sa mobilité, c'est quelque chose d'assez intime. Et donc voilà. Et le fait que cet acte de solidarité soudainement soit mis sur le marché, c'est-à-dire qu'il soit marchandisé, qu'on lui donne une valeur, et qui plus est que cette valeur soit captée par la plateforme de médiation, en partie captée par la plateforme de médiation qui était Blablacar, il y a tout un tas de gens qui ont dit c'est pas possible, moi l'acte de solidarité que je fais quand je partage ma voiture doit rester dans le domaine de la solidarité, ne doit pas devenir à la fois source de rémunération pour une plateforme d'intermédiation, et qui plus est source de rémunération pour des actionnaires qui ont fortement investi dans la plateforme
plateforme d'intermédiation. Et c'est comme ça qu'est né Covoiturage Libre. C'est une plateforme qui a vécu presque de rien pendant plusieurs années, c'est-à-dire il y avait quelques bénévoles, mais c'était alors le fondateur Nicolas Reynaud avait beaucoup d'énergie, mais après il y a eu des bénévoles qui ont été plus ou moins lointains, et la communauté en fait d'elle-même a réussi à faire vivre cette plateforme jusqu'à ce que parce que plusieurs personnes se sont rencontrées, on transforme cette association Covoiturage Libre en une coopérative qui s'est appelée Mobicop, et ça c'était en 2018. D'accord. Alors, dans le point suivant, on va justement détailler Mobicop. Juste, je fais un point technique par rapport à Bénédicte. Bénédicte, si tu peux regarder sur le salon Mumble, Isabella, donc ma collègue qui est en régie, t'a donné un numéro de téléphone pour appeler. On va essayer de te passer par téléphone, ce sera sans doute plus efficace. Et donc, je vais poursuivre avec Bastien en attendant, mais toujours avant de parler de Mobicop, sur ce que tu viens d'expliquer, est-ce que finalement, ce qui était reproché à Blablacar quelque part, c'était un peu de trahir l'esprit du covoiturage, et notamment peut-être que, c'est-à-dire comme tu le disais, on partage les frais de route et on s'arrange entre nous. Et est-ce qu'il y avait une tendance peut-être à considérer, alors je ne sais pas parce que je ne suis pas utilisateur de ce genre de plateforme, mais est-ce qu'il n'y avait pas une tendance peut-être pour les utilisateurs à considérer finalement les gens du covoiturage comme des sortes de professionnels entre guillemets, peut-être taxi ou autre, et donc de perdre ce côté humain? Est-ce que c'était un des reproches qu'on faisait avec Blablacar? Deux éléments dans ma réponse. La première, parce que je suis souvent conduit à ça dans la presse, et puis après, ça, c'est un peu inconfortable, pour dire que nous, on ne s'oppose pas à Blablacar. C'est bien qu'il y ait eu Blablacar. Blablacar a permis à la question du covoiturage de devenir une question beaucoup plus connue du grand public. Le covoiturage était jusque-là assez marginal, je dirais, et il a acquis une vraie visibilité. Bon, une fois que j'ai dit ça, je crois qu'il faut, dans le monde, qu'il y ait une forme de biodiversité des acteurs, et donc qu'à côté et en face de Blablacar, des acteurs qui, eux, soient plus coopératifs et ne soient pas des sociétés de capitaux. Pourquoi ? Précisément par rapport à ce que tu viens de dire, Fred. C'est-à-dire que ce que les gens ont décrié dans l'action de Blablacar sur le covoiturage, c'est que Blablacar étant une société de capitaux, Blablacar a conduit le covoiturage à devenir un acte proche du marché, c'est-à-dire à moitié commercialisé. Et c'est ce à quoi tu fais référence quand tu dis que les gens entrant dans les voitures avaient presque l'impression de faire appel à un chauffeur. Pourquoi ? Parce que il y avait une forme de marchandisation de l'acte de partager sa voiture. Et du coup, c'était plus un acte de partage de la voiture, mais c'était un acte de je vends finalement mon siège arrière sur mon trajet. Et quand on achète, on n'est pas dans le même rapport à l'autre que quand on partage quelque chose avec lui. Et en ce sens, la mise sur le marché du covoiturage par Blablacar pose problème ou pose question. Et c'est à cette question que Mobicop cherche à répondre. D'accord, super. Alors je précise qu'on a récupéré Bénédicte normalement au téléphone, donc on va pouvoir poursuivre. Et justement, on a parlé des questionnements, du souci posé par la plateforme Blablacar. On va arriver aux réponses proposées par Mobicop. Alors ce que je disais en introduction, c'est sur le site de Mobicop. Alors je vais le rappeler, le site de Mobicop c'est mobicop.fr, cop avec 2 O, et on parlera tout à l'heure de cet aspect coopératif. Donc la page d'accueil du site indique covoiturage libre, sans commission, coopératif. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu ces 3 points. Donc on va revenir sur peut-être le point le plus simple entre guillemets qui est le deuxième, parce que ça a déjà un petit peu abordé. Sans commission, donc Bénédicte, ça fonctionne comment pour quelqu'un, soit qui veut proposer sa voiture pour faire du covoiturage, ou quelqu'un qui cherche un covoiturage d'un point de vue financier. Est-ce qu'il faut s'inscrire sur le site ? Est-ce qu'il y a quelque chose à payer ? Comment ça se passe ? Comment on gère cet aspect sans commission qui est indiqué sur la plateforme ? Effectivement, il y a une inscription sur notre site. Donc, je suis conductrice, j'inscris mon trajet sur notre plateforme. Je suis passagère, je fais une recherche et puis je trouve le covoiturage qui me va bien. Et là, en fait, le prix donc est fixé en fonction de la distance et la somme que passagère je vais verser sera donc calculée. Et en fait, il y a un double intérêt pour le conducteur, c'est qu'en fait, il s'assure que son trajet donc est publié. La rémunération en fait ne fait que couvrir les frais. Il n'y a rien de lucratif. Donc, au niveau de ses impôts, il n'y a aucun risque. Et du coup, c'est un partage de voiture. D'accord, donc ça c'est l'aspect effectivement sans commission, et finalement le seul coût reste le partage, on va dire, des frais de déplacement, c'est-à-dire je suppose par exemple c'est l'essence et le péage entre les deux personnes.
Exactement. Et ça effectivement, ça les regarde. Donc ça, c'est l'aspect sans commission, donc de Mobicop. Alors je précise tout de suite pour les personnes qui écoutent, qui se disent, finalement, si Mobicop ne prend pas d'argent à ce niveau-là, comment Mobicop se finance ? On en parlera dans le point suivant, sur le modèle économique de Mobicop. Deuxième point, le point, on va dire, coopératif. On viendra au point libre après. On va continuer sur cet aspect coopératif. Donc Mobicop, COP, C-O-O-P. Donc qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme coopératif ? Bastien, pour commencer. Écoute, Fred, c'est très simple. C'est que nous sommes une coopérative. Alors, on est un type de coopérative spécifique. Nous sommes une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que peuvent entrer à notre capital et donc dans notre assemblée générale à peu près l'ensemble des parties prenantes de notre aventure, c'est-à-dire les utilisateurs, les salariés, les financeurs, les collectivités territoriales qui s'appuient sur nous et un certain nombre de partenaires. Donc aujourd'hui, en gros, quand on convoque l'Assemblée Générale, on convoque à peu près 1200 personnes. Ça veut dire qu'il y a 1200 personnes qui ont pris des parts sociales et qui aujourd'hui regardent comment la coopérative est gérée, regardent les comptes, élisent le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance nomme le directoire. Et donc, c'est un fonctionnement démocratique dans lequel le capital n'intervient pas, puisque chaque personne qui participe à l'Assemblée Générale, quel que soit le volume de capital de la coopérative qui lui appartienne, ne représente qu'une seule voix au moment du vote. Et c'est ça la grande différence entre une coopérative et une société de capitaux, c'est que dans une société de capitaux, la personne, quand elle lève la main, sa voix est pondérée par le capital qu'elle détient, c'est-à-dire que si elle détient 70% du capital, elle va représenter 70% des votes. Chez Mobicop, quel que soit le niveau de capital, une main qui se lève égale une main qui se lève, c'est ça les coopératives. Bénédicte, tu veux réagir ? Oui, vas-y. En fait, je voulais préciser quand même que, donc effectivement, on a un format démocratique assis, mais on a également une spécificité, on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale. Parce que dans notre raison d'être, on a vraiment cette vocation à une mobilité partagée, une mobilité inclusive. Donc effectivement, le format coopératif, c'est une appropriation de l'outil Mobicop par ses sociétaires. La coopérative appartient à 1200 personnes. Et il y a aussi cet aspect en filigrane d'entreprise solidaire d'utilité sociale. D'accord. Ma question, donc là, 1200, enfin j'ai deux questions, je vais commencer par la première, qui est toute simple. Est-ce qu'une personne qui souhaite utiliser le service Mobicop est-elle obligée de devenir sociétaire ou pas ? Non, en fait, on a des utilisateurs et qui sont absolument pas sociétaires. L'intérêt d'être sociétaire, c'est de peser sur l'avenir de la coopérative, de participer à nos réflexions, d'enrichir ce collectif, en fait. D'accord. Et ma deuxième question, donc vous venez de dire qu'il y a 1200 sociétaires au niveau de Mobicop. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui utilisent Mobicop, c'est-à-dire pas qui ne sont sociétaires ? Alors ça, c'est difficile, mais c'est un peu ce que j'allais dire pour répondre à ta question d'avant, c'est que Mobicop, il y a à peu près 500 000 comptes utilisateurs. Sur ces 500 000 comptes utilisateurs, il y en a 50% qui sont sur notre plateforme nationale et 50% qui sont sur les plateformes régionales que nous opérons pour le compte de collectivités locales. Et on estime que sur cette enveloppe de 500 000 comptes, il y en a à peu près 50% qui sont actifs. C'est une estimation, c'est extrêmement difficile pour nous d'avoir des statistiques exactes, pour un certain nombre de raisons qu'on détaillera peut-être par la suite. Et ça répond aussi un peu à la question d'avant, c'est que tu vois bien qu'entre 500 000 comptes, dont 50% sont actifs, et 1200 sociétaires, la très très vaste majorité de nos utilisateurs ne sont pas sociétaires. Mais ils savent que s'ils veulent l'être un jour, les portes de la coopérative leur sont ouvertes. D'accord. Alors, je vais relayer une question qui est sur le salon web. D'ailleurs, je précise aux personnes qui nous écoutent en direct qu'elles peuvent venir sur le salon web de la radio, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous diffusons, là, on est le 22 février 2022 et il est presque 16h. Il y a une question sur les 500 000 personnes. Est-ce que c'est en France ou à l'international ? Parce que ça paraît beaucoup pour les gens, donc...
Alors, je continue. Oui, c'est en France. Hein. D'accord. Oui, c'est en France. Il y a un peu des velléités, notamment dans les pays limitrophes de la France, mais pour l'instant, on n'a pas poussé ces feux-là parce qu'on voulait bien asseoir notre position et nos modes de fonctionnement en France. Donc là, je parle de 500 000 comptes français. Attention, j'ai bien dit que j'estimais que 50% étaient inactifs, c'est-à-dire que 500 000 comptes, c'est à travers notre histoire, et donc voilà, donc ça représente pas des utilisateurs actifs, mais néanmoins, effectivement, c'est quand même assez important, et ça montre deux choses. Ça montre que le covoiturage est devenu quelque chose de connu par les gens, donc ils font appel à ces genres de services. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour tout un tas de gens, le fait qu'il n'y ait pas de commission sur les trajets, ça a compté, et c'est pour ça qu'ils utilisent notre plateforme qui est, malgré son petit nombre d'utilisateurs, parce que là la remarque semblerait dire que ça fait beaucoup d'utilisateurs, mais il faut voir qu'en face, Blablacar affiche, je crois, plus de 20 millions d'utilisateurs. Hein. Mais donc ce petit nombre montre qu'il y a des gens qui sont aussi attachés à ces valeurs un peu historiques du covoiturage. En plus, Bastien, il est magnifique parce qu'il anticipe les questions qui ont été posées sur le salon web alors qu'il n'y est pas, parce qu'effectivement, il y avait une question sur Blablacar. Je vais te laisser réagir, Bénédicte, excuse-moi, putain, je savais que j'allais faire l'erreur, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais d'abord relayer la question suivante, parce que c'est dans le même type de question de statistiques. Et, alors, je sais que c'est pas forcément évident de répondre, mais il y a une question sur le nombre, combien de trajets quotidiens en moyenne permis par la plateforme. Donc peut-être que Bénédicte veut répondre, ou Bastien, si vous savez l'information, bien sûr. Alors là, moi, je suis incapable de répondre à cette question. Bastien, est-ce que tu as l'information ? Non, alors je peux essayer de la retrouver. Je peux essayer de retrouver pendant le fil de l'émission. Je vais regarder. Bastien regardera et s'il le retrouve, on vous le dira dans le cours de l'émission. Puis sinon, on mettra ça sur le site web. Par contre, je crois que Bénédicte voulait réagir. Oui, alors c'était par rapport effectivement au nombre d'utilisateurs et utilisatrices. C'est vrai que 500 000, comme disait Bastien, ça peut sembler beaucoup, mais voilà, c'est à pondérer puisqu'on est sur un territoire national. Donc c'est vrai qu'il y a tout un enjeu d'aller chercher des covoitureurs sur les territoires pour que chacun puisse trouver un conducteur ou un passager qui colle sur son déplacement. Oui, tout à fait. Ouais. Excuse-moi, parce que en fait, on vient de me faire remarquer que j'avais dit un gros juron, paraît-il, en direct à la radio, donc c'est possible, effectivement. Alors, je vais poursuivre sur les questions en termes de nombre de personnes, avant de changer un petit peu de sujet, mais parce que ça peut être intéressant. Même si on va détailler après le modèle économique de Mobicop, dans Mobicop, vous êtes combien de personnes salariés ou autres, quel que soit le statut ? Alors, nous sommes 30 salariés. D'accord. Donc ça c'est voilà. Et sur des métiers, juste si je peux compléter, donc évidemment on a des développeurs, mais on a aussi des chefs de projet, des animateurs et animatrices, puisque certes l'outil numérique est nécessaire, mais c'est pas parce qu'on met une plateforme à disposition des personnes qu'ils vont se l'approprier spontanément et être à l'aise avec les outils. Donc on a une équipe d'animateurs animatrices qui vont justement accompagner, interroger la mobilité pour faire en sorte que des personnes qui potentiellement pourraient utiliser covoiturer passent à l'acte et deviennent des covoitureurs réguliers. Donc voilà, des animateurs et animatrices, chefs de projet, des développeurs, un pôle mobilisation aussi, puisque Bastien l'a dit, il y a 1200 sociétaires chez Mobicop, donc il faut dynamiser ce sociétariat, l'animer, créer des espaces de discussion, donc il y a un gros travail aussi à ce niveau-là. Alors justement, j'ai une question sur l'aspect coopératif. Je suppose que vous êtes proche, en tout cas c'est plutôt une question, est-ce que vous êtes proche de structures comme Enercop, donc l'énergie renouvelable et qui est aussi sous forme coopérative, Télécop, je crois, dans le téléphone mobile, est-ce que vous êtes proche de ces structures-là ? Là, je vais laisser répondre Bastien. Alors Bastien, Sybille. Oui, volontiers. Bon, réponse positive, oui, absolument, nous en sommes tout à fait proches. Moi, je suis proche d'Enercop puisque j'en suis aujourd'hui administrateur et membre du bureau, donc je suis toutes les semaines sur le dossier. Mais au-delà de ça, et de façon, je crois, intéressante pour le secteur, on a créé une alliance de coopératives qui s'appelle l'Alliance des licornes avec 2 O, qui est un peu un jeu de mots et une façon de rappeler à ces grandes entreprises qu'on appelle des licornes parce qu'elles ont une valorisation d'$1 milliard, supérieure à $1 milliard, alors que leur apport social est très
sociale et écologique est très fortement questionnable. Bien, donc on a créé cette alliance Licorne pour montrer qu'on peut créer de la valeur sociale et écologique sous forme coopérative. Alors dans cette alliance, il y a les gens que tu mentionnes, il y a Télécoop, il y a Enercoop, mais il y a aussi Coop Circuit, Label Emmaüs, Railcoop, Common qui fait de la distribution de Fairphone et autres matériel IT. Il y a Cities qui fait l'autopartage et puis Mobicoop sur la mobilité partagée. Donc et la NEF, Banque Éthique. Donc on est 9 coopératives dans cette alliance et je crois qu'on partage des choses très fortes et parmi celles-ci, la conscience de la radicalité dont on doit faire preuve aujourd'hui dans la transformation de l'économie par rapport aux enjeux de crise écologique et donc l'importance de mettre l'écologie, l'humain avant la question financière et du résultat, même si en tant que structure économique, nos résultats sont équilibrés. J'espère que les candidats et candidates aux prochaines élections t'écouteront. Avant de changer de sujet, je voulais juste... j'avais une petite question sur le type de trajet proposé dans le covoiturage. Donc, il y a les trajets sans doute réguliers de type lié à l'emploi, il y a des trajets occasionnels. Est-ce qu'il y a aussi des covoiturages qu'on appelle de crise, c'est-à-dire par exemple quand il y a des pannes ou des grèves, etc. Est-ce que c'est les 3 types de covoiturage qui existent en gros, qui sont gérés sur la plateforme, ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, il y a ces 3 covoiturages et puis nous chez Mobicoop on a développé aussi du covoiturage solidaire. Donc qui pour rendre service, pour accompagner une personne sur un entretien, voilà, une personne empêchée, une personne âgée. Donc voilà, mais qui sont effectivement qui peuvent se rattacher à des trajets qui peuvent se rattacher au covoiturage ponctuel. Mais effectivement, oui, covoiturage domicile-travail évidemment, covoiturage plus ponctuel. En fait, covoiturage du quotidien, covoiturage ponctuel et covoiturage effectivement dans le cadre voilà de grève ou autre. Mais c'est vrai que nous on se positionne chez Mobicoop, on n'est pas là pour concurrencer les transports en commun, on est là pour compléter. On a parlé de notre coopérative, on a quand même 3 valeurs fondamentales chez Mobicoop: la question de la solidarité, la question de l'environnement, la question des communs. Et effectivement, la question environnementale est très prégnante. Donc l'idée de Mobicoop, c'est surtout pas de vider les transports en commun, mais plutôt de compléter et de proposer une solution de déplacement vertueuse, en tout cas une mobilité partagée pour que l'impact de la voiture soit partagé entre plusieurs passagers. Et quand il y a du transport en commun, encourageons et remplissons nos transports en commun. D'accord. J'ai une question sur le salon. On nous demande de nous rappeler le nom de l'alliance citée par Bastien. C'était bien Licorne avec un 2 O et un S, ou c'est un autre nom ? Oui, c'est ça, c'est Licorne avec 2 O, comme il y a 2 O dans coopérative. Voilà, donc j'ai mis le site web, et on mettra toutes les références sur le site de l'émission libreavou.org. On va bientôt faire une pause musicale, mais avant, je voudrais quand même poursuivre un petit peu sur ce sujet-là, et après la pause musicale, on abordera le sujet du logiciel libre. Récemment, si je me souviens bien, c'est l'an dernier, Mobicoop et Réseau Pouce ont fusionné. Donc toi, Bénédicte, tu es de Réseau Pouce. Et les Réseau Pouce, si j'ai bien compris, c'est plutôt l'autostop. Alors, j'aurais envie de vous poser la question, pourquoi cette fusion ? Alors pourquoi cette fusion ? Tout simplement parce qu'en fait, alors déjà Mobicoop et Réseau Pouce travaillaient ensemble depuis plusieurs années. On était en train de développer des services similaires et puis en fait avec des formats, donc on était Mobicoop était en SIC, Réseau Pouce en SIC également, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui étaient en train de développer des solutions concurrentes. Et du coup, en fait, c'est un peu incohérent, en fait. C'est-à-dire que continuer à travailler individuellement, ça aurait peut-être été une bonne chose pour nos égos personnels, mais en tout cas, en termes de coopérative et de projets collectifs, il nous a semblé assez logique et évident de fusionner pour travailler en complémentarité, puisqu'en fait, donc Réseau Pouce historiquement c'était de l'autostop, mais on avait aussi du covoiturage, on a développé aussi une solution de transport solidaire. Donc en fait on était en train de développer sans se parler les mêmes projets. Donc on s'est dit que voilà, il était temps d'être un peu intelligent et de jouer sur nos complémentarités pour être une coopérative plus forte et proposer une diversité de services à nos clients en fait. Ok, on va faire une pause musicale. Est-ce que Bastien, tu veux rajouter un mot avant la pause musicale ?
sur ce sujet. Bénédicte a bien parlé. Ok, super, ben voilà. Donc nous allons faire une pause musicale, c'est encore une découverte du site auboutdufil.com. On va écouter un artiste russe qui s'appelle Sergio Delouad, qui a pour pseudonyme Keys of Moon. Il compose essentiellement au piano et ses musiques sont toujours instrumentales. Sans texte, un artiste n'a plus que la musique pour transmettre un message ou communiquer une émotion à l'auditeur et à l'auditrice. Keys of Moon l'a bien compris, en jouant avec le rythme et l'intensité du morceau, il parvient à créer des musiques expressives et chargées d'émotions. Le morceau que nous allons écouter, qui s'appelle The Epic Hero, est une musique épique. Ce titre de musique cinématique pourrait tout à fait être la bande-son d'une scène épique au cinéma, au théâtre ou dans un jeu vidéo. À l'écoute, on se plonge volontiers dans une histoire d'héroïsme, de combat et de sacrifice. Nous allons donc écouter The Epic Hero par Keys of Moon. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter The Epic Hero par Keys of Moon, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous sommes toujours en direct, je suis Frédéric Auger, le délégué général de l'April. L'émission du jour est consacrée au covoiturage libre, sans commission coopératif, avec nos invités Bastien Sibyl, président de Mobicop, et Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Juste avant la pause musicale, on a parlé notamment de l'aspect sans commission coopératif de Mobicop. Maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect libre, parce qu'après tout, on est une émission quand même sur les libertés informatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le mot libre de Mobicop, Bastien Sibyl ? Alors, ce qu'on a derrière le mot libre de Mobicop, écoute, c'est quelque chose d'assez simple et sans doute assez commun pour les auditeurs et auditrices de l'émission. C'est que Mobicop Platform, qui est donc le logiciel sur lequel on fait tourner à la fois l'instance nationale mobicop.fr, mais aussi toutes les instances régionales qu'on installe pour les régions, les départements, les collectivités territoriales, cette plateforme est développée sous une licence AGPL. Et ça a été pour nous quelque chose d'à la fois... Bastien, avant juste de poursuivre, il faudra que tu précises ce que veut dire la licence AGPL, quelle est sa spécificité. Donc soit tu le fais maintenant, mais il faudra que tu le précises. Écoute, je pense que tu le feras mieux que moi. je te laisse le faire, puis après je continuerai.
Alors, la licence AGPL, qui veut dire Affero General Public License, c'est une licence qui permet, en fait, notamment pour des plateformes, donc notamment des sites web, de garantir l'accès au code source de la plateforme et de ses versions modifiées. Voilà, on va pas rentrer dans l'historique, mais on mettra sur la page de référence de l'émission un document qui explique ce type de licence. Donc, c'est une licence très largement utilisée dans le monde du logiciel libre. Et donc, la plateforme Mobicop est sous licence donc AGPL. Et donc, je te laisse poursuivre sur les raisons de ce choix d'une licence libre. Oui, en fait, c'est un choix qui était à la fois pour nous très évident et qu'il a été très difficile de mettre en œuvre. Alors, sur le côté très évident, nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. Nous agissons pour les acteurs publics. Les acteurs publics financent notre action et donc financent du développement de code informatique. Et donc, il nous a semblé que cet argent devait, une fois qu'il était investi dans du code, pouvoir être réutilisé, le code réutilisé par d'autres acteurs publics. C'est un peu l'idée qui a présidé à la forge de la Dulac, etc. C'est-à-dire qu'un euro public investi par un acteur public doit pouvoir servir aux autres acteurs publics. Donc nous sommes un acteur d'intérêt général, nous travaillons pour les acteurs publics, et donc on a voulu que notre code soit dans cet esprit-là et permette aux collectivités territoriales d'avoir des outils de mobilité partagée qui les rendent autonomes et non pas dépendants de la coopérative qui doit rester pour elle et eux un outil. Voilà. Alors, quand je dis ça, je crois que c'est très évident. Nous, on se vit comme un bien commun. Souvent, au début, quand je racontais l'histoire de Mobicop il y a quelques années pour faire comprendre aux gens, je leur disais, mais vous savez, Mobicop, on essaye de construire le Wikipédia du covoiturage, quoi. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir une infra libre, c'était assez évident. Pour autant, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que c'est quand même des assez grosses infrastructures logicielles. Hein. Et donc, il a fallu libérer notre code. C'était un code qui avait 4 ou 5 ans. Alors, attends, excuse-moi, juste pour bien comprendre, en fait, donc dans l'histoire de Mobicop, le code de Mobicop Platform n'était pas libre initialement, c'était un développement interne, on va dire, propriétaire classique, et à un moment, vous avez décidé de libérer ce code, c'est ça ? Alors, je raconte l'histoire en détail parce qu'elle est hyper intéressante. En fait, il y avait l'association Covoiturage Libre. Nous, on avait la plateforme nationale. Et là, pour tout te dire, il n'y avait même pas de licence sur le code. C'était vraiment un code hyper simple. C'était un petit outil de publication, d'annonce, mais il n'y avait rien de très compliqué derrière ça. Il n'y avait aucun SIG, etc. SIG, c'est Système d'information géographique, c'est ça ? Exactement. Okay. Exactement. Il y avait une belle communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices. Et de l'autre côté, il y avait une entreprise qui s'appelait Covivo, qui travaillait pour les collectivités territoriales depuis 10 ans et qui, elle, avait développé en interne un logiciel de covoiturage pour les collectivités territoriales. Et ce logiciel était sous licence propriétaire. Et moi, j'avais dit à Mathieu Jacot, qui est aujourd'hui directeur général de Mobicop et qui était président de cette entreprise, je lui avais dit il y aurait des raisons de nous rapprocher, mais tant que le logiciel ne sera pas libre ou que vous ne serez pas sous forme coopérative, on ne pourra pas le faire. Et au même moment, la région Bretagne, ainsi que 70 autres collectivités territoriales de l'ouest de la France, dont des collectivités importantes, Rennes Métropole, Nantes Métropole, le département du Finistère, etc., ont passé commande à Covivo pour qu'il leur livre un code logiciel sous format libre. Et de ce moment-là, en fait, on a pu rapprocher l'entreprise Covivo et l'association Covoiturage Libre, en faire la coopérative Mobicop, s'appuyant sur une infrastructure logicielle libre, Mobicop Platform. Mais ça nous a pris 2 ans pour refondre notre code informatique, pour qu'il soit de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être libéré. Et ça a vraiment été extrêmement lourd, extrêmement dur. C'est 2 ans à une dizaine de développeurs salariés temps plein, plus un certain nombre de prestations externes, etc. Donc c'est un investissement pour la coopérative de près d'1 million d'euros, donc quelque chose de très conséquent. D'accord, c'est très intéressant. Je précise sur le salon web que je vois les questions, je vais les relayer. Alors oui, tout à l'heure, je voulais juste te dire, tout à l'heure tu as parlé de Forge et de l'Adulac, alors peut-être que les gens n'ont pas compris forcément ce que c'était. Les Forges, c'est des sites web sur lesquels en fait on met du code logiciel et il y a un certain nombre d'outils qui permettent de favoriser le développement des logiciels. Alors les logiciels peuvent être libres ou pas d'ailleurs. Et l'Adulac, c'est l'association des développeurs et des utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales, qui donc propose effectivement une
Forge et d'autres en proposent largement. D'ailleurs, si vous voulez en découvrir, vous pouvez en découvrir sur le site du Chapril, chapril.org, sur lequel on propose un certain nombre de services libres, dont une forge. Mais bon, ça c'était juste pour préciser le terme forge et Adulact. Je vais relayer une petite question qui est un peu qui est pertinente, hein, d'ailleurs. Alors c'est User611 qui dit c'est dommage, il n'y a pas de lien vers le code source en bas du site. Et effectivement, l'une des obligations de la licence AGPL, c'est que sur le site web, il doit y avoir un lien vers le code source. Alors, effectivement, pourquoi en bas du site, il n'y a pas un lien vers la forge sur laquelle se trouve le code source de Mobicop Platform ? Bastien ? Eh bien, c'est une erreur. Et donc, comme on le fait dans le monde du livre, quand on voit une erreur, on la corrige. Donc, merci à User 501 ou 611. 611, merci beaucoup. Et donc, on va corriger ça. Le code est accessible sur GitLab. Hein, on mettra le lien complet. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, après, j'ai d'autres questions sur la partie effectivement libre, peut-être qu'on verra à la fin, parce que notamment sur les aspects applications et autres. Mais avant de cela, essayer un peu de plus comprendre en fait qui développe donc Mobicop Platform. Donc, on a bien compris que donc ça a été du code qui a été libéré avec un travail conséquent avant la publication donc sur la Forge. Aujourd'hui, en fait, qui contribue à Mobicop Platform, c'est-à-dire au code ? Est-ce que c'est uniquement les personnes de Mobicop ? Est-ce qu'il y a des personnes externes qui contribuent ? Alors, soyons clairs, aujourd'hui, c'est essentiellement l'équipe de Mobicop. Je pense pour plusieurs raisons, dont la principale est sans doute que au jour d'aujourd'hui encore, Mobicop n'a pas tout à fait suffisamment de ressources pour animer du développement extérieur. Mais j'espère que ça changera assez vite. Après, il y a des débuts de partenariat. Par exemple, des collectivités aussi importantes que le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, regardent de façon assez attentive si elle ne pourrait pas elle-même développer des instances. Voilà, on a des contributions plus marginales sur de la traduction, ça a été traduit en 5 langues, etc. Mais je dirais que ça prend du temps, quoi. C'est-à-dire, ça nous a pris 2 ans pour libérer, et maintenant, pour réussir à agréger des compétences pour venir contribuer et développer vraiment des nouveaux modules, ça va peut-être nous prendre encore quelques années, quoi. Mais la route est devant nous. La route est libre, la voie est libre. J'ai une autre question d'ailleurs ce qui est un petit peu proche par rapport à ça. Alors attendez, il faut juste que je la retrouve parce que ma collègue pose des questions après elle l'épingle. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous prévoyez, ou est-ce que c'est déjà le cas, de donner la possibilité aux personnes utilisatrices de la plateforme de remonter des anomalies ou de proposer de nouvelles fonctionnalités ? Alors oui, c'est marrant, j'avais une réunion tout à l'heure justement sur la question de la hotline. Donc, nous, on a une hotline et c'est à peu près, pour vous sachiez, c'est à peu près 2 jours semaine d'une personne pour répondre à tous les mails qu'on reçoit. Et donc ces mails, quand ils nous remontent des anomalies, sont transformés en tickets qui sont transmis à l'équipe technique. Après, sur les questions des évolutions fonctionnelles, il y a plusieurs choses. D'abord, on a un cercle de gouvernance qui s'appelle Stratégie de la plateforme, dans lequel les sociétaires qui veulent dire des choses sur l'évolution de la plateforme bien se réunissent pour orienter sa feuille de route stratégique. Alors ça peut être des personnes physiques, des développeurs, des utilisateurs, etc. C'est aussi des partenaires ou des collectivités territoriales utilisatrices du logiciel. Ça, c'est un premier élément. Et puis il y a un deuxième élément qui est que de temps en temps, quand on est dans des phases fortes d'évolution de notre infrastructure, ou au moins de ces éléments fonctionnels d'interface, on sonde notre communauté. Alors on a la chance d'avoir une communauté assez vive, il y a un peu plus de 30 000 personnes sur Facebook, et donc on les sonde sur la priorisation de certaines évolutions ou sur des évolutions qu'on n'aurait pas envisagées. On essaye, juste pour finir là-dessus, on essaye de ne pas créer trop de frustration non plus, parce que c'est pas facile entre le fait de se dire, et on le voit bien, il y a plein de trucs qu'on aimerait modifier sur la plateforme, mais encore une fois, on le fait à périmètre constant de l'équipe de développement, et donc c'est pas évident de prendre toutes les remontées des demandes d'évolution qui le plus souvent sont légitimes et bien vues. Alors justement là-dessus,
Vas-y Bénédicte. Pardon, juste préciser qu'en fait, Mobicop, l'équipe de développeurs, c'est 6 personnes, donc c'est quand même une petite équipe. Donc, alors là, pour le coup, c'est ma casquette RH, mais on est aussi vigilant à pas les épuiser non plus, parce qu'effectivement, il y a de la frustration. Hein. Être salarié chez Mobicop, c'est être engagé. Ce sont des personnes compétentes, mais qui en plus portent ce projet-là. Donc voilà, notre rôle, c'est aussi de faire attention à les chouchouter justement pour qu'ils puissent être là sur la durée. Et c'est vrai que, comme dit Bastien, il y a énormément d'envie, énormément de chantiers, mais il faut prendre le temps et se laisser le temps de faire les choses. Oui, tout à fait. Et c'est très bien que tu rappelles l'importance de préserver les équipes salariées, parce que il y a beaucoup de structures où c'est pas du tout le cas. Avant de passer au sujet suivant sur le modèle économique, parce que je vois que le temps avance, je vais poser la dernière question, justement sur les retours dont tu parlais, Bastien, parce qu'en préparant l'émission, donc j'ai posté sur un certain nombre de messages en disant voilà, je vais avoir le plaisir de recevoir Mobicop. Est-ce que vous avez des retours? Et en fait, les retours que j'ai eus ont tourné tous un petit peu autour des mêmes sujets. Alors je précise que j'ai envoyé évidemment les questions, avant à Bastien et Bénédicte, mais en gros c'est revenu sur deux sujets principaux. Donc je vais faire une question globale qui est, premier sujet, c'est un peu l'utilisation d'outils Google, alors notamment Google Analytics pour les sites web au niveau de l'analyse en fait des données, l'utilisation des fontes Google également qui pose un certain nombre de problèmes. On fait référence à certaines décisions récentes qu'on mettra sur le site web. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est sur la partie, mais qui est un peu liée aussi, sur la partie application mobile. Aujourd'hui, l'application mobile est disponible donc sur l'Apple Store et le Google Play, mais il existe un magasin d'applications libres qui s'appelle F-Droid, f-droid.org. Vous pouvez installer cette application et ensuite vous avez accès à plein de logiciels libres. Et il se trouve que donc Mobicop n'est pas pour l'instant sur F-Droid, parce que la version mobile utilise un outil d'analyse qui est Google, qui est propriétaire et qui en plus piste les personnes utilisatrices. Alors par rapport à ça, est-ce que ça va être pris en compte? Alors on a bien entendu la taille de l'équipe, mais voilà, c'est par rapport à ces problématiques en gros liées à l'utilisation d'outils Google. Bastien, peut-être. Alors, oui, c'est une question qui est pas évidente, et je voulais remercier Olivier Sarah qui participe pas à cette émission, mais qui le ferait mieux que moi, parce que c'est lui qui est à la manœuvre de tout ça et qui m'a apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Pourquoi c'est pas évident? Parce qu'on est toujours tiraillé entre, je dirais, 3 angles du triangle. Il y a un angle qui est notre volonté absolue d'être le plus proche de nos valeurs, du libre, du bien commun, etc. etc. Bon. Il y a un autre angle qui est notre capacité de développement. Comme l'a rappelé Bénédicte, on n'a pas une capacité infinie et donc on ne peut pas faire les choses exactement comme on aimerait à chaque fois. Et puis il y a un dernier angle qui est la qualité de l'expérience utilisateur. Et quand je dis expérience utilisateur, mais c'est aussi l'expérience de nos clients qui sont les collectivités territoriales. Alors une fois que j'ai dit ça, eh bien il y a certaines zones, alors qu'on essaye de contraindre le plus possible, de rendre le plus possible petite, mais sur lesquelles il y a des outils, pour l'instant on n'arrive pas à remplacer avec nos petites mains et nos petites forces. Alors pour les dire rapidement, effectivement on n'est pas sur F-Droid parce qu'il y a Firebase, mais le problème c'est que c'est un outil Google cross-platform qui nous permet en gros d'être présent sur Android et iOS, et pour l'instant on n'a pas trouvé autre chose et on peut pas nous le développer. Donc on est bien ennuyé, mais c'est comme ça. Google Analytics, alors là où on le peut, depuis 2 ans, sur notre plateforme nationale, et dès qu'on le peut auprès de nos clients, on est passé sur Matomo. Matomo, c'est la nouvelle version de Piwik, c'est les plus anciens d'entre nous, donc logiciel libre de statistiques. Néanmoins, on a des clients, des collectivités territoriales qui veulent absolument travailler avec Google, et c'est là que nous, et sans doute Bénédicte dira-t-elle un mot après de notre modèle économique, mais nous, on vit de ce que nous donnent les collectivités territoriales pour faire de la prestation pour elles. Quand une collectivité nous dit on veut Google Analytics, on n'a pas le choix, c'est contractuel, on l'installe. Et enfin, sur les fontes, on a fait une jolie mission avec une agence graphique qui s'appelle Cheval Vert, qui nous a fait une fonte Mobicop, qui est celle de notre logo, donc c'est la police Mobicop, elle est super chouette, je l'aime beaucoup. Simplement, elle n'est pas du tout
du tout compatible avec tous les navigateurs, et donc on a cherché une fonte qui soit la plus proche possible d'elle et qui soit libre. Alors, je veux bien qu'il y ait des problèmes avec les fontes Google, aucun souci pour le dire. Là, c'est quand même ce qu'on appelle une Open Font Licence, OFL, qui répond aux précaux de la FSF, de la Debian Free Software, des Debian Free Software Guidelines. Donc, on a quand même essayé de faire au mieux. Et là encore, avec cette contrainte de la plus grande compatibilité avec les navigateurs sur cette fonte Poppins. De toute façon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que je vois que ça réagit aussi sur le salon web, et j'encourage les gens à faire des remontées à Mobicop sur cette amélioration, parce qu'effectivement, pour Matomo, ça dépend aussi de la configuration, mais voilà, on voulait faire ces retours, et surtout que je vois le temps passe, et que depuis tout à l'heure, il y a un sujet qu'on doit absolument aborder. Tu as commencé à le faire, effectivement, et on a bien senti que l'importance des collectivités, c'est sur le modèle économique de Mobicop, parce que tout à l'heure, on a bien compris que pour les personnes utilisatrices, c'était sans commission, c'était gratuit, et donc, mais on a entendu aussi qu'il y a une équipe de Mobicop. Donc, c'est quoi le modèle économique de Mobicop ? Parce que les gens qui nous écoutent se disent, mais si c'est gratuit, qui paye en fait pour ce genre de truc ? Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ce genre de truc, ça ne se dit pas. Donc, c'est quoi le modèle économique de Mobicop et quel est le lien avec les collectivités dont vous avez parlé à plusieurs reprises ? Qui veut commencer ? Bénédicte. Du coup, oui, c'est moi qui vais commencer, mais Mobicop, en fait, la mission de Mobicop, c'est d'accompagner des entreprises et des collectivités territoriales dans le déploiement de solutions de mobilité. Donc, effectivement, nos clients, ce sont des entreprises qui souhaitent déployer du covoiturage, ce sont des collectivités, ça peut être des régions, ça peut être des parcs naturels régionaux, des communautés de communes. Et donc, eux payent un abonnement ou, dans le cas d'une région, des développements spécifiques et nous permettent, en fait, et c'est ce qui nous permet à la fois d'assurer la gratuité pour les utilisateurs et qui nous permet, ce sont aussi ces abonnements qui nous permettent de maintenir la plateforme nationale Mobicop. Et donc de pouvoir garder ce covoiturage longue distance. Et en fait, du coup, ces abonnements-là, en fait, nous permettent de faire fonctionner notre coopérative. Il y a aussi l'idée que quand on fait des développements, on essaie de les partager au plus grand nombre. Et donc, on s'appuie sur des collectivités et on reste tributaire des demandes de ces collectivités quand il y a des demandes un peu spécifiques. Parce qu'en fait, c'est toujours la complexité d'une coopérative. C'est-à-dire qu'on reste une entreprise, donc il faut qu'à la fin du mois, on puisse payer les salaires des 30 salariés et avancer. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est que les collectivités ou est-ce que aussi il y a du même type de service pour les entreprises ? Parce que je suppose que des entreprises pour des événements privés ont peut-être besoin de covoiturage. Est-ce que vous proposez aussi du service via abonnement ou paiement pour les entreprises ? Oui, on propose du covoiturage pour les entreprises ou de la gestion de flotte. Alors la gestion de flotte, pour préciser, c'est je suis une entreprise, j'ai 15 véhicules, j'ai besoin d'un outil pour gérer les entrées-sorties, pour pousser aussi au covoiturage parce que toujours dans notre logique d'environnement, de préservation de l'environnement et de soleil, l'idée c'est qu'une voiture, un salarié qui part en réunion, s'il y a d'autres personnes qui vont au même endroit au même moment, on encourage le covoiturage avec cet outil de gestion de flotte. D'accord. Bastien, sur cet aspect modèle économique, je suppose que tu veux compléter ? Non, Bénédicte a bien parlé. Juste pour vous donner une répartition, oui. En gros, c'est 80% du chiffre d'affaires avec les collectivités territoriales et 20% avec des organismes privés qui d'ailleurs peuvent parfois n'être pas des entreprises. On travaille avec France Terre d'Asile, par exemple, la Croix-Rouge, etc. Mais voilà, c'est pour ça que spontanément, on parle des collectivités qui est 80% des gens avec lesquels on travaille, mais il y a effectivement quelques entreprises. Alors justement, sur le salon web, les personnes sont un peu curieuses. On nous demande est-ce qu'on peut avoir des noms d'entreprises et ou collectivités ? Peut-être un peu symboliques, ou majeurs. Bastien ou Bénédicte ? Vas-y, Bastien. Moi, je peux en donner quelques. Vas-y. Oui, bien sûr, volontiers. Je vous citais tout à l'heure la métropole du Grand Lyon. Il y a aussi la région des Hauts-de-France via le dispositif Passe-Passe Covoiturage. Je vous citais les 70 collectivités territoriales de l'Ouest, donc la région Bretagne, la région Pays de Loire, le Finistère, Nantes, Rennes, etc. Donc ça s'appelle WestGo. La région Auvergne-Rhône-Alpes avec le dispositif Movici. Je vous ai cité donc la Croix-Rouge et France Terre d'Asile, mais il y a aussi, par exemple, EDF qui fait appel à nous, ou les caisses d'allocation familiale. Enfin voilà, je ne vais pas vous détailler.
plus de 200 clients, donc je vais pas... mais voilà, ça vous donne quelques idées. Et est-ce que vous avez un petit peu des dons ? Est-ce que vous sollicitez des dons de particuliers ? Alors, on a notamment quand on était sous format associatif et puis un peu sous forme coopérative, mais de façon beaucoup plus marginale, eu un programme de dons, notamment via Lilo. Je ne sais pas si vous connaissez. Le moteur de recherche. Vous savez, c'est avec... Ouais, le moteur de recherche avec les gouttes. Donc voilà, mais il faut bien voir que alors c'est à la fois toujours très précieux, mais presque plus parce que ça montre que les gens sont attachés à la coopérative. Oui, c'est ça. Que en termes de budget, le budget de la coopérative, c'est presque 100 000 euros par mois. Hein, et là, on parle de quelques centaines d'euros par mois. Donc oui, c'est plus marginal. Hein. Ok, alors le temps il passe super vite, il me vient une question quand même, avant la question finale de synthèse. Là, j'ai dit à 2 reprises qu'on était dans une période préélectorale, donc à la fois l'élection présidentielle et les élections législatives. Est-ce que vous avez des demandes ou est-ce que vous avez des souhaits, des choses que vous aimeriez voir mises en œuvre pour faciliter le covoiturage ou l'autostop, donc la mobilité partagée, on va dire globalement comme vous l'appelez. Est-ce que quelqu'un a une idée ou vous n'avez pas vraiment de demande particulière ou d'idée particulière sur ce qui serait nécessaire d'un point de vue, on va dire, politique ou législatif ? Il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens avec la loi d'orientation des mobilités qui permet, le forfait mobilité durable qui pousse le covoiturage. Mais par exemple, il y a des choses qui m'étonnent toujours. Je pense notamment à Pôle emploi qui actuellement participe financièrement aux frais de transport en commun des personnes qui sont en recherche d'emploi. Pôle emploi peut les soutenir et par contre pas le covoiturage. Donc il y a cette petite étape à faire et à penser pour que le covoiturage soit perçu vraiment comme un mode de déplacement au même titre que les transports en commun. Il y a énormément de territoires qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de transport. L'accès aux gares est compliqué, donc il y a encore ce travail à faire. Après, je pense que on l'a beaucoup dit, il y a toujours la spécificité en fait de société coopérative qui essaie de se démarquer dans sa façon d'appréhender les choses, mais qui pour autant reste liée aux contraintes de l'économie classique. Donc on est toujours entre ces deux prérogatives, ces deux exigences en fait. D'accord. Sur cette question, Bastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Très rapidement, notre enjeu, c'est de réduire le nombre de voitures dans les rues. Les gens en ont marre qu'il y ait autant de voitures dans les rues. Donc oui, la puissance publique a des choses importantes à faire pour réduire l'usage de la voiture individuelle. Et ces choses importantes sont extrêmement larges. Elles dépendent de la façon dont on aménage l'espace. Elles dépendent, et quand je dis qu'on aménage l'espace, c'est-à-dire où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on vit. Elles dépendent de la façon dont on aménage la voirie. À quand des vraies lignes réservées aux voitures où il y a plusieurs personnes dans la voiture. À quand des vrais espaces pour prendre des gens en covoiturage. Donc là, oui, on a besoin de politiques publiques qui soit volontaire pour réduire l'empreinte de la voiture qui est, il faut le dire, dans nos centres-villes, hallucinant en fait. L'espace public est juste bouffé par la bagnole, pour le dire de façon un peu triviale. D'accord. Écoutez, merci tous les deux. On va passer à la dernière question, la question traditionnelle du sujet long. Hein. Donc, c'est pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission, selon vous, en moins de 2 minutes, chacun et chacune. Alors, qui veut commencer ? Moi, je peux peut-être commencer Bastien. Comme ça, Bénédicte aura le dernier mot. Vas-y, Bastien. Oui, moi ce que je pense qu'il faut retenir, c'est 1. Le partage de la mobilité, des mobilités individuelles, elle sera toujours gagnant par rapport à essayer d'améliorer sur le plan technique la consommation d'énergie des véhicules. Donc, 1, l'innovation d'usage. L'innovation d'usage, c'est on partage les véhicules. Deuxièmement, puisqu'on est sur une émission qui est liée au logiciel libre, toujours penser la finalité de l'action, créer un logiciel libre, avec la gouvernance de la structure qui porte cette finalité. Et là, j'attire l'attention de nos auditeurs, de nos auditrices, sur les formes coopératives qui sont en extrême adéquation avec la finalité qui est le logiciel libre. Écoute, merci Bastien. Bénédicte ? Alors moi c'est aussi mon biais réseau pouce, c'est que en fait, donc effectivement, on a beaucoup parlé de logiciel libre, mais du coup on parle de logiciel.
Le travail de Mobicop, c'est vraiment d'impulser un changement de mobilité, d'interroger les personnes sur leur façon de bouger pour, comme l'a dit Bastien, enlever des voitures des centres-villes et puis de la circulation et faire qu'on arrête d'être tout seul dans nos voitures pour faire nos allers-retours. Donc c'est toujours donc remettre les outils à leur juste place et se rappeler qu'on est société coopérative d'intérêt collectif. Donc voilà, les outils à leur juste place. Et pour moi, la place prépondérante, quel que soit le sujet, ça reste l'humain. Et donc voilà, l'humain au centre de nos préoccupations, au centre de la mobilité. Et en fait, c'est se dire que une personne a besoin de se déplacer, mais en fonction de son déplacement, elle peut marcher, elle peut prendre son vélo, elle peut aller prendre un bus, prendre un train. Voilà, c'est penser la mobilité de façon très globale et dans un système le plus riche possible. Écoute, merci Bénédicte de rappeler que l'humain doit être au sein des politiques publiques. Je vais préciser qu'on a parlé plusieurs fois d'Enercop tout à l'heure, que donc énergie renouvelable et sous forme coopérative. On a reçu Enercop dans Libre à vous, si vous voulez en savoir plus sur Enercop et notamment son usage du logiciel, c'est dans l'émission 46, donc c'est sur libreavou.org/46. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc on était avec Bastien Sibylle, président de Mobicop, Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Donc le site de Mobicop, c'est mobicop.fr avec cop avec 2 O. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée à tous les deux et puis sans doute à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Alors on va passer on va faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc sur le thème météo open sourciste. Je me demande encore de quoi il va nous parler. Alors, pour la pause musicale, on va retrouver un artiste qu'on a déjà écouté, Newell, qui, selon le site, toujours magnifique site auboutdufil.com, est un jeune producteur français, étudiant en médecine. Il voit la musique comme un passe-temps, bien qu'il soit déjà à son âge un artiste et multi-instrumentiste accompli. De son vrai nom, Joseph Chimoni, il joue de la musique depuis l'enfance. Après avoir appris le piano, le violon ou encore la mandoline, il s'est consacré à la musique assistée par ordinateur. Pour ce féru de musique électronique, ce passe-temps est vite devenu une véritable passion. Durant un voyage au Japon, Newell a visité un village de montagne authentique de la préfecture de Gifu, Takayama. Et dans son titre électro-chili Takayama, Newell rend hommage à ce village qui l'a profondément marqué lors de son voyage. Donc, nous allons donc écouter, comme vous l'avez deviné, Takayama par Newell. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
suppose que vous avez voyagé comme moi avec ce titre Electro-Chill et non pas Electro-Chili comme j'ai dit en introduction. Donc nous avons écouté Takayama par Newell, disponible sous licence libre Creative Commons by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Luc sur le thème météo open sourciste. C'est une chronique enregistrée, on se retrouve dans moins de 4 minutes. Avis de tempête en matière de fric et d'informatique. De gros amoncellements de thunes ont été rapportés au-dessus du logiciel libre ces dernières semaines dans la presse. Est-ce que les développeurs vont bientôt chanter sous une pluie de pognon frais en faisant des claquettes ? Peut-être que les 200 000 € de bug bounty que l'Europe finance pour sécuriser une poignée de logiciels libres suffiront. Bug bounty, c'est de l'anglais, ça veut dire 100 balles et un mars en bon français. Probablement que les 5 millions de l'Open Source Security Foundation seront plus efficaces pour les métamorphoser en Gene Kelly. Le Gene Kelly de 1952, je précise, pas celui de 1997, soit un an après sa mort. Elle destine ce budget à 2 projets très modestement appelés Alpha et Oméga. L'alpha et l'oméga, cette expression bien connue, symbolise normalement l'éternité du Christ. Jésus revient donc enfin, et contre toute attente, il est open sourciste. Il va faire de nouveaux miracles, comme de boucher les trous de sécu des logiciels libres par imposition des mains, ou de transformer des bugs en features. Quand on croit qu'il s'est élevé dans le ciel il y a 2022 ans, ce n'est pas si absurde d'imaginer qu'il puisse redescendre parmi nous par l'informatique en nuage. J'entends déjà les jérémiades des développeurs, petits ou moins petits, qui veulent gâcher ce bel esprit festif. Financer la sécurité ne leur permettra toujours pas de vivre décemment de leur boulot. Quel cruel manque d'ambition. Il faut savoir s'adapter. Si le marché veut de la sécurité, il faut lui en vendre. Donc à toi, développeur libriste, voici mes conseils d'experts en open marketing digital. Premier conseil, soigne tes bugs, bordel. Excuse mon emportement, mais si on veut toucher de belles primes, il faut savoir fournir de beaux bugs, retors et dangereux, qui offriront un délicieux sentiment de soulagement à tes clients. Il te faudra une seconde identité, un truc du genre Satoshi Kakapopo, pour jouer sur les 2 tableaux, bien évidemment. Second conseil, maximise le pouvoir de nuisance de ton logiciel dès sa conception. Les humains oublient volontiers un risque lointain quand on leur refile de la facilité et du clinquant. Tu dois considérer que les fonctionnalités si pertinentes de ton projet chéri, toutes tes optimisations aux petits oignons ne sont que des produits d'appel pour placer des bugs qui, eux, rapporteront. Le bug est créateur de valeur, c'est ton core business. Troisième conseil, l'important est de savoir menacer sans paraître hostile. Le développeur de Faker.js et Color.js qui a saboté ses logiciels récemment est un contre-exemple à ne pas suivre. Faire tout péter chez ses utilisateurs, c'est bien. Oui, ça les motive à mettre la main à la poche, mais ça doit avoir l'air d'un accident. La communication est la clé et il faut savoir trouver le juste équilibre. Savoir prendre l'air contrit sans néanmoins s'aplatir, s'excuser en restant digne et passer beaucoup de temps à communiquer sur le fait qu'on fait des nuits courtes en buvant beaucoup de café pour sauver le monde. Mais peut-être que mes conseils sont déjà dépassés à cause des 30 millions de France Relance. Peut-être que la volonté française de pousser une stratégie logicielle libre pour les collectivités européennes irriguera prochainement les développements libres. Si ça se trouve, les développeurs d'Open Cimetière, Open Débit de Boisson ou d'Open Hygiène feront bientôt des keynotes qui déchaîneront la presse informatique, reléguant les costards-cravates des applications corporate au rang de pathétiques dinosaures. A l'inverse, il y a des menaces de sécheresse supplémentaires en Californie. Après l'eau qui refuse de tomber du ciel, il semblerait que les averses de dollars connaissent quelques très légers ralentissements. Facebook a ainsi rapporté que l'App Tracking Transparency d'Apple lui aurait fait perdre 10 milliards en un an. La météo californienne est également menacée par l'anticyclone RGPD qui se renforce dans le ciel européen et qui pousse Google Analytics hors de son territoire. Quand on constate qu'un nombre grandissant de sites de presse impose le paiement d'abonnements à qui refuse de bouffer leurs cookies publicitaires, peut-être que le climat californien sera affecté par cette perte de capacité de surveillance des Européens. Enfin bon, mais je dis ça, je dis rien, on connaît la fiabilité des prédictions météo. Et en plus, il n'y a plus de saison, mes braves gens.
Donc c'était la chronique enregistrée de Luc, qui est quand même est très fort, parce qu'il est capable d'enregistrer une chronique, de nous parler de Google Analytics, alors qu'on vient juste d'en parler. Et en plus, il est un petit peu sadique, parce qu'en fait, en nous parlant de Jésus revient, il vient de me mettre en tête là, le Jésus revient, et Jésus revient parmi les tiens, chanté par l'incroyable Patrick Bouchitet dans le film La vie est un long fleuve tranquille, je ne sais plus dans quelles années. Et apparemment, ma collègue Isabelle Lavani a eu la même idée que moi, qui est en régie. Donc voilà, on aurait pu anticiper de passer Jésus revient, mais enfin, on va pas le faire. En tout cas, c'était la chronique de Luc sur le thème météo open sources, et vous retrouverez toutes les références dont il a parlé sur le site libreavou.org. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Oui Isabella, nous sommes en connexion, nous avons les mêmes goûts musicaux, nous allons pouvoir faire du covoiturage et chanter avec tout le monde. Alors dans les annonces, nous avons déjà évoqué la proposition de loi sur le contrôle parental. Alors sans qu'il soit ici question de discuter du fond de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, la proposition laissait craindre qu'en potentiel effet de bord, l'interdiction de la vente d'ordinateurs sans système d'exploitation, une pratique existante qui répond à de nombreux besoins, notamment pour les personnes férues de liberté informatique. Finalement, après le vote en commission mixte paritaire, c'est la commission qui réunit des sénateurs, sénatrices et des membres de l'Assemblée nationale, les équipements mis sur le marché sans système d'exploitation ne sont pas concernés par le dispositif. Ouf! L'April, qui avait exprimé ses craintes à ce sujet, avait contacté les rapporteurs et les parlementaires membres de la commission, et donc nous saluons évidemment leur décision. Le texte doit à présent être approuvé par les deux chambres parlementaires. Alors le vote à l'Assemblée aura lieu ce soir, dans la séance de 21h30, et celui du Sénat lors de la séance de 14h30 du jeudi 24 février. Pour autant, ces votes ne signifieront pas la fin du parcours de cette proposition de loi. En effet, comme c'est une proposition de loi qui a un impact sur la législation potentielle européenne, il faut attendre la réponse de la Commission européenne à laquelle le texte a été notifié. Et il faut savoir en fait que la date limite de réponse de la Commission européenne, c'était hier. Et ce matin, on vient de voir en fait que la Commission européenne a fait une réponse au gouvernement sur ce sujet-là. Par contre, cette réponse n'est pas en ligne, donc nous espérons évidemment que ce soir, lors des débats à l'Assemblée nationale, les parlementaires ou le gouvernement pourront nous indiquer ce que la Commission européenne pense de ce texte. Donc pour en savoir plus, vous allez sur april.org avec notre communiqué qui présente tous les détails. Alors, changement de sujet maintenant. Je voulais travailler pour un projet qui crée une base de données collaborative, libre et ouverte des produits alimentaires du monde entier. Je parle évidemment de Open Food Facts, dont on a déjà apporté le sujet dans l'émission. Et la structure Open Food Facts propose 3 offres d'emploi, donc sur le site openfoodfacts.org. Et si vous voulez en savoir plus sur cette base de données collaborative, libre et ouverte de produits alimentaires, vous allez écouter l'émission ou lire la transcription de l'émission 44 de Libre à vous. Donc c'est libreavou.org/44. Alors maintenant, on va parler un peu de radio et malheureusement la tempête qui a fait rage ces derniers jours, notamment dans le nord de la France, a eu raison du mât d'antenne de Radio Campus, qui est une radio du côté de Lille. Donc ce mât doit être remplacé et un appel à souscription pour aider financièrement la radio a été lancé. Alors pourquoi je vous en parle? Au-delà du fait que une radio qui est en difficulté, on est là évidemment aussi pour relayer son appel, c'est que sur cette radio, il y a une émission de radio qui est destinée à expliquer et vulgariser l'actualité des logiciels libres et des libertés numériques, qui s'appelle L'écho des GNU. C'est un petit peu, je pense, une des premières radios qui parle de ces sujets-là. Elle a été diffusée depuis 2010 sur la radio, le dimanche, une semaine sur 2, de 19h à 20h. Donc évidemment, nous soutenons cet appel à soutien de la radio Campus du côté de Lille. Vous retrouvez la référence sur le site de l'émission libreavou.org. Je vous parlais à l'instant d'emploi proposé par Open Food Facts. Sachez qu'il existe un site dédié à la fois aux offres d'emploi et pour rechercher des annonces. Ce site s'appelle Linux Jobs, linuxjobs.fr, et vous pouvez y trouver donc des offres d'emploi. Donc si vous cherchez un emploi, n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez poster des annonces, vous pouvez poster des annonces pour recruter des personnes. Par ailleurs, je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous, car oui, les événements reprennent. Youpi! Alors notre émission se termine et j'arrive au bout un peu de ma respiration, j'ai l'impression. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Tiffaine Bonnet, Bastien Sibyl, Bénédicte Rose, Luc. Cette 133e émission a été mise en onde par Isabella Vanni. Et après, on va chanter un petit peu du Patrick Bouchitet. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or et notamment pour la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Quentin Gibaud, bénévole à l'April, et Olivier Grioco, le directeur d'antenne de la radio. Cette émission sera disponible en réécoute sur causecommune.fm et libreavou.org. Vous retrouverez sur notre site web donc toutes les références
et utiles ainsi que sur le site de la radio. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues également par courriel à l'adresse contact@libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 1er mars 2022 à 15h30. On vous attendra avec un petit bouquet d'églantines, on sifflera tant qu'on pourra et on espère que contrairement à la chanson, vous viendrez nous retrouver sur causecommune.fm et ou en podcast. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 1er mars et d'ici là, portez-vous bien. Alors je suis désolé, on a fini un peu plus tôt que prévu en fait, donc avant la coupure d'antenne de 17h, peut-être que nous pourrions peut-être un petit peu chanter, Isabella, non ? Non, tu ne veux pas ? Bon, ok, d'accord. Donc sinon, je voulais juste vous préciser que la référence à la fin, évidemment, sur l'églantine, le petit bouquet d'églantine, c'est la chanson, comment ça s'appelle déjà ? Là-haut sur la colline, ou sur la colline de Joe Dassin. Et je faisais évidemment référence, en fait, ou plutôt j'en sais rien, mais référence donc à la bande dessinée que j'ai évoquée en début d'émission de Fab Caro, qui s'appelle Zai 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 Zai, dans laquelle, en fait, à un moment, le héros qui, en fait, est en fuite parce que dans son magasin, il n'avait pas sa carte de fidélité et en fait il est poursuivi à travers la France et en fait il fait de l'autostop et à un moment il rentre dans une famille, si je me souviens bien, qui commence à chanter et la personne qui est au volant lui dit eh ben écoute, ça serait sympa de chanter avec nous parce que vous cassez la dynamique des vacances. Et donc en fait il se met à chanter. Alors je ne vous dévoile pas la fin, mais en tout cas lisez cette bande dessinée de Fab Caro et je remercie d'ailleurs Étienne Gonu, mon collègue, de me l'avoir prêté. Et si vous préférez la voir au cinéma, l'adaptation sort bientôt, réalisée par François De Sagna et avec Jean-Paul Rouve. Je vous dis à bientôt.